Bonjour, je serai le chronométreur pour aujourd'hui. Vous disposerez de 20 minutes avant de présenter votre co-juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indique à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Le secteur des technologies est un domaine en constante évolution. Le marché comprend actuellement de gros joueurs et la compétition est de plus en plus féroce. Afin de s'assurer un avenir prometteur, Technologie Tandem Limited doit s'assurer de faire preuve d'audace et d'innovation. Vous faites face aujourd'hui à un projet d'acquisition d'entreprise qui semble très intéressant et nous allons tenter de vous conseiller par rapport à celui-ci. Laissez-moi d'entrée de jeu vous présenter mes collègues Vincent Thibault, Patrick Thibodeau et moi-même, Guillaume Martel. Donc, l'environnement d'analyse de la présentation d'aujourd'hui va vraiment se baser autour de Technologie Tandem. On va d'abord répondre à la question que vous nous avez posée, qui était de décider d'un référentiel comptable à adopter en vertu du changement qui va être imposé au 1er janvier 2011, donc soit les LCCF ou les IFRS. On va vraiment après ça analyser le projet d'acquisition en tant que tel de audio de la compagnie ACL. Et par la suite, on va vous proposer des sources de financement relativement à ce projet d'acquisition-là pour finalement conclure avec des recommandations stratégiques pour votre entreprise en général. Donc, en ce qui concerne le référentiel comptable à adopter, ce qu'on a décidé de commencer par faire, c'est de vous présenter un peu les points marquants de chacun des référentiels. Donc, si on parle des IFRS, c'est vraiment le cadre de référence actuellement dans votre secteur. Il est reconnu mondialement, là, donc c'est le référentiel que les plus grandes entreprises utilisent dans le monde. Et il est adapté aussi aux grandes entreprises. Donc, les normes comptables qui doivent être choisies sont adaptées en fonction de ça. Et il y a plus de rigueur par contre. C'est peut-être le point négatif là, à considérer, c'est que vraiment les méthodes comptables sont un petit peu plus strictes et il y a plus de rigueur qu'on doit appliquer au niveau comptable. En ce qui concerne les LCCF, donc les normes comptables pour les entreprises à capital fermé, ils sont plus faciles d'application, plus adaptés aux PME aussi. Ça fournit moins d'informations par contre aux utilisateurs. Donc on sait que vous avez actuellement la banque qui vous fait des prêts, il y a des capitales de risque qui veulent peut-être investir dans le projet avec vous. Donc au niveau des utilisateurs, c'est sûr que ça fournit un petit peu moins d'informations par rapport à ça. Et c'est aussi plus souple dans les méthodes comptables à appliquer. Donc c'est plus facile pour une entreprise d'utiliser les LCCF. Par contre, nous, ce qu'on vous recommande de faire, vraiment, pour être comparable à votre secteur, c'est vraiment d'appliquer les IFRS. Vous allez être obligé de le faire à partir du mois de janvier 2011. Et puis, il y a un impact minime actuellement. Vous nous avez demandé de voir si actuellement vos méthodes comptables, ça serait vraiment un gros impact si on décide de faire un changement. Et bien, nous, la conclusion qu'on est venu, c'est qu'il n'y en avait pas vraiment. Au niveau des stocks, des IMO, que ce soit NCCF ou IFRS, il n'y a pas beaucoup de changements. Les critères de comptabilisation changent un petit peu, mais la conclusion reste la même. C'est vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'impact au niveau monétaire. Et ça permet aussi un accès plus facile aux sources de financement. C'est certain, comme j'ai mentionné, ça permet d'avoir plus d'assurance sur l'information et la qualité de l'information financière qui est fournie. Donc, pour les banquiers, pour les investisseurs, vous avez même peut-être parlé d'un premier appel public à l'épargne. Donc, c'est certain que les IFRS, pour ça, c'est vraiment avantageux pour vous. Donc, on vous recommande d'aller en IFRS. Pour la suite de la présentation, on va vraiment analyser le projet d'acquisition en tant que tel. Donc, vraiment, là, une analyse qualitative. Et pour ensuite terminer avec des recommandations, je vais laisser Vincent s'en parler. Donc, pour l'analyse du projet d'acquisition, ça va se baser selon trois aspects. Donc, nous allons tout d'abord commencer avec une analyse qualitative du projet. Ensuite, une évaluation de l'entreprise selon trois différentes méthodes, ainsi que la structure d'acquisition à apporter pour l'acquisition. Donc, tout d'abord, nous allons regarder si TTL a la capacité d'aller faire cette acquisition-là. Donc, selon quelques incitatifs et des menaces. Donc, tout d'abord, on sait que TTL, c'est une entreprise à succès. Donc, elle est très bien placée sur le marché. La fabrication actuellement est à pleine capacité. Donc, on sait, donc on peut vraiment décider que c'est vraiment le bon moment pour TTL d'aller acquérir une autre entreprise, dans le fond, pour augmenter son processus de fabrication. Ils font également beaucoup de recherche et développement, donc une grande innovation. Donc, c'est une de leurs forces. Là, ils peuvent même vendre des brevets aux compétiteurs. Donc, c'est vraiment des bons produits qu'ils font. Ainsi, une gestion efficace et centralisée. Leurs technologies sont brevetées, comme je viens de le mentionner. La qualité du personnel d'ingénieur, donc ça, c'est vraiment un point important. Donc, le personnel est vraiment compétent au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un point positif. Également, le fonds de roulement est de 3,75 et l'endettement de 47 %. Donc, c'est vraiment, on voit que la santé financière de l'entreprise est excellente. Et comparativement au marché également, l'endettement de 47 %. Donc, c'est un 70 % le secteur. Donc, on est vraiment en dessous. Donc, on voit qu'on n'est vraiment pas une entreprise très, très endettée. Donc, c'est une grande possibilité pour nous de faire une acquisition.
Pour ce qui est des menaces, c'est un secteur très très compétitif, donc le secteur est monopolisé par contre par les grands joueurs. Donc c'est très difficile pour une petite entreprise d'aller s'implanter dans le marché. Ensuite, les législations sont très strictes, donc les lois pour ces produits-là sont très très strictes. Ensuite, les compétiteurs de grande taille ont le monopole, comme je viens de le mentionner. Il y a beaucoup de besoins d'investissement, donc le besoin de financement est très très important pour ce type d'entreprise-là. Donc c'est souvent difficile d'aller chercher davantage de financement pour les entreprises. Ainsi, la contrôleur est actuellement débordée, donc elle ne sait plus trop quoi faire de son temps. Donc c'est un autre problème pour cet aspect-là. Donc on peut conclure que TTL elle peut se permettre d'aller chercher un projet d'acquisition comme ASL, qu'on va vous parler tout à l'heure. On vient de conclure que vous pouvez actuellement justement vous permettre cette acquisition-là. Ce qu'on va analyser maintenant, c'est le projet d'acquisition en tant que tel. Est-ce que c'est avantageux d'aller de l'avant avec ce projet-là? Donc, ce qu'on a trouvé en fait, c'est qu'actuellement, le prix qui est offert est très avantageux. L'entreprise est obligée de vendre. Donc, nécessairement, c'est sûr qu'elle va offrir un prix qui est inférieur à sa vraie valeur. En fait, donc pour vous, c'est avantageux. Il va y avoir une amélioration de la capacité de production. Patrick vient de mentionner qu'actuellement, la capacité de production de TTL est utilisée à son maximum et même que vous êtes obligé de revendre des technologies que vous avez développées parce que vous n'êtes pas capable de les produire. Donc actuellement, ça va vraiment réduire ce risque-là en fait. L'équipement et le processus est à la fine pointe pour ASL. Donc on sait que c'est vraiment le point fort de cette compagnie-là. Son processus de fabrication fait en sorte que les coûts sont réduits grandement. Donc c'est vraiment des perspectives qui sont prometteuses pour vous si jamais vous êtes capable d'implanter ça dans votre compagnie à vous. Donc c'est des possibilités d'implantation directe justement aux activités comme je viens de mentionner. Et aussi, les prêts ne seront pas rappelés. Donc on a mentionné que la situation financière de ASL est vraiment précaire actuellement, mais par contre, les prêts et le futur pour l'entreprise est quand même assez prometteuse aussi. Donc, c'est avantageux peut-être d'aller de l'avant avec ça. Par contre, il y a quelques menaces qu'on a décelées. On s'est permis de les séparer, menaces internes et menaces externes. Les menaces externes, c'est vraiment des menaces qu'on va peut-être vous présenter plus tard, des opportunités par rapport à ça. Et les menaces internes, c'est vraiment au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que dans le fond, on doit, les points négatifs en fait. Fait que dans le fond, en fait, c'est que le dossier audio actuellement dans l'entreprise ASL, Audio sur 364, il a fait face à une poursuite et la compagnie l'a perdu en fait, c'est qu'il y a eu des dommages envers les clients et la compagnie a dû rembourser des sommes qui sont importantes. Il y a eu un surendettement qui est venu avec ça, donc l'entreprise a été obligée de s'endetter pour rembourser les sommes aux clients à des taux d'intérêt qui étaient vraiment astronomiques. Donc le surendettement, comme je viens de mentionner, c'est sûr que ça a eu un impact sur la santé financière. Il y a aussi d'autres poursuites qui sont en cours. Pour ASL, il y a un autre projet, il y a peut-être aussi des plaintes au niveau des clients. Donc, c'est sûr que le point de vue juridique, la compagnie n'est vraiment pas très rose, si je peux me permettre l'expression. Pour les menaces externes, en fait, c'était que vraiment, il y a plusieurs concurrents qui sont aussi intéressés à l'achat. Donc, c'est sûr que ça peut être aussi un incitatif dans le sens que ça prouve que l'entreprise est prometteuse dans le fond, mais c'est certain que s'il y a plusieurs concurrents, il va pouvoir se dépêcher, il va pouvoir user de stratégies de négociation qui sont adéquates. Il y a aussi la législation dans le secteur au complet qui est vraiment assez contraignante à ce niveau-là. Donc, la conclusion qu'on peut en venir, en fait, c'est que la situation actuelle de ASL est risquée, comme je viens de le mentionner, à cause des poursuites principalement, mais l'acquisition, dans le futur, peut être très profitable pour votre entreprise. Donc, on va vraiment passer au niveau de l'évaluation de l'entreprise en tant que telle. Donc, Vincent va vous présenter la suite des choses. Effectivement, on vous a présenté en fait un peu un portrait global de la situation, on vous a mis dans le bain, voir si on pouvait aller de l'avant avec une telle offre. Mais on va aller regarder maintenant, on va parler de chiffres. Est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que l'offre, le prix demandé est trop cher? On va aller regarder ça plus en détail. Les détails qu'on avait, quand on a eu les détails de l'offre de ASL, étaient en fait qu'on demandait des valeurs en fait, selon soit les actions ou les actifs. Il y a eu des propositions qui ont été faites et on a eu accès aux chiffres d'ASL. Ce qu'on nous a présenté, c'était en fait, d'entrée de jeu, l'ajout de valeur des actifs. On a eu une valeur qui était de 5,5 millions. On a su que les actifs avaient cette valeur-là. Toutefois, on sait que ces actifs-là sont hypothéqués. Il y a des passifs qui sont rattachés à ces actifs-là. Donc, on a une valeur de 4,6 millions. On a une valeur de liquidation des actifs qui a été proposée également. On parle de 3,5 millions. Ce que ça donne, en fait, c'est quand on partait de notre valeur comptable, mais notre déjà valeur des actifs moins les passifs, on arrivait à une valeur de liquidation de 3,5 millions. C'est ce qui nous était donné, mais maintenant, nous, on trouvait, en fait, qu'il faudrait pousser l'analyse un petit peu plus loin et essayer de voir concrètement qu'est-ce que ASL peut rapporter en termes de bénéfices, en termes de résultats. Donc, on propose la méthode du bénéfice caractéristique qui va nous amener une petite valeur ajoutée parce qu'en fait, on va aller ajuster les bénéfices qui sont faits à l'heure actuelle et on va essayer de trouver en fait une valeur à l'entreprise à partir
de ces bénéfices-là en fonction d'un multiplicateur appliqué au secteur normalement. On va aller décliner cette méthode-là. En fait, ce qu'on a fait, on est parti, j'attire votre attention, plus vers la droite du tableau, les années 2009 et 2010 là, qui nous étaient connus. On est parti du résultat net aux états financiers, là, donc des pertes là, pour chaque année d'environ 120 000 $. Et on est allé en fait enlever les ajustements, en fait, les dépenses qui ont été reliées à la poursuite d'Audio 364. Guillaume nous a parlé que c'est eu des pertes vraiment considérables qui ont été engendrées à cause de ce recours collectif. Et on parle de presque 1 million de dollars au total sur les 2 années. Et on considère que ce genre de dépenses-là, comme ce n'est pas un événement qui est répétitif à chaque année, il faut l'enlever du calcul du bénéfice. C'est pourquoi on parle de bénéfices caractéristiques redressés là, de 261 000 et 274 000 pour les 2 années passées. Nous, ce qu'on a décidé par contre, c'était d'inclure une petite portion prospective. Donc on a rajouté l'année 2011 à ce niveau-là. On a dit que en fait, les experts disaient que ACL allait tranquillement reprendre un peu la notoriété qu'elle avait, aller chercher les clients qu'elle avait perdus ou tout simplement des nouveaux clients, parce que ces poursuites-là, en fait, ne sont pas des événements qui arrivent à chaque année. Donc, on a supposé qu'en fait, pour 2011, l'entreprise ACL pourrait aller chercher des bénéfices, résultats nets de 300 000 $ environ. C'est une estimation qu'on a posée, ce qui nous donne une moyenne des 3 années de 278 000 $ de résultats nets par année que l'entreprise pourrait générer. À cela, on a appliqué un multiplicateur de 5, parce que normalement, en fait, quand on veut aller évaluer une entreprise, on va aller prendre environ 5 fois les résultats qu'elle peut dégager. Ça va nous donner quand même un bon guideline, si vous me permettez l'expression. Donc, en appliquant le multiplicateur de 5, on en arrive à une valeur de 1,39 million de dollars pour l'entreprise d'ASL. Ça, en fait, quand on regardait plutôt cette évaluation-là, on parlait peut-être plus pour une valeur pour les actions. On a décidé également, là, je vous ai présenté un peu plus tôt, la valeur de liquidation, l'ajusté valeur des actifs. On a essayé de conjuguer tout ça et voir un peu comment on pourrait en arriver à une vraie valeur. Si on regarde, oui, justement, les actifs et les passifs ont une juste valeur et l'offre que ASL nous a faite était une offre de 6 millions de dollars pour ces actifs-là. Comment on a établi cette valeur de 6 millions? C'est qu'on est parti de la juste valeur des actifs qui était de 5,5 millions. On a retiré les passifs qui étaient en fait le sous-jacent à ces actifs et on est venu apporter des ajustements. Mais on n'a aucun détail sur ces ajustements-là. Et quand on regarde la valeur nette des actifs, qui est en fait là, de 900 000 $, on voit qu'on a un 5,1 million de dollars qui a été passé en ajustement et dont on n'a aucune donnée, aucune explication. Nous, on est venu un peu, en fait, là, taper sur le clou à ce niveau-là et on a proposé un ajustement des propositions qui nous semblait un peu plus logique. Donc, il nous présentait à la prochaine diapositive. C'est qu'en fait, on est parti de la même valeur des actifs, qui était le 900 000 là, environ, et on a passé un ajustement pour le rendement des actifs qu'ils pouvaient nous apporter. Donc, le bénéfice caractéristique que je vous ai présenté, c'était en fait, je vous l'ai expliqué, c'est ce qu'il pouvait générer, en fait, ce que l'entreprise allait générer un peu et ce qu'elle valait dans le temps. Mais on a décidé d'ajouter en fait ce bénéfice caractéristique-là à la valeur des actifs pour avoir une valeur un peu plus, qui témoignait un peu plus de la réalité par rapport aux 6 millions là, qui étaient proposés. Nous, on arrive à un montant de 2,29 millions là, de valeur pour les actifs de la société. Donc, si on compare un peu, je sais que j'ai un peu vendu la mèche, on a dit que les actifs valaient 6 millions versus le 2,29 qu'on vous a proposé. Mais de l'autre côté, il y avait une autre option qui était d'acheter des actions. Ce que ASL a fait comme proposition était le montant de 932 000 $. Nous, il nous manquait un peu d'informations à ce niveau-là pour un peu juger de cette valeur-là. On a présenté notre bénéfice caractéristique qui était en fait un peu notre montant total qu'on donnait, mais on aurait aimé quand même avoir la valeur au livre des actions pour peut-être pousser l'analyse un peu plus loin. Mais nous, on arrive à une comparaison là, de 932 000 pour les actions versus 1,3, ce qu'on avait calculé. Donc maintenant, je vais laisser en fait je vais laisser Patrick vous présenter un peu la structure qu'on vous propose pour cette acquisition, voir est-ce qu'on va aller plus vers les actifs, vers les actions, maintenant qu'on sait un peu plus où est-ce qu'on se situe avec les chiffres à l'heure actuelle. Oui, comme Vincent vient juste de le mentionner, il y a une différence entre acheter les actions et les actifs de l'entreprise. Donc tout d'abord, on va regarder un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune des options. Donc l'achat des actions, le principal inconvénient, c'est que l'entité juridique de la compagnie est conservée. Donc, on reste vraiment avec tout le passé de l'entreprise. C'est vraiment, on fait un copier-coller de l'entreprise. On fait juste changer le contrôle des propriétaires de l'entreprise. Donc, les poursuites, la mauvaise réputation qui était des dernières années donc, de ASL, donc on reste avec ça. Donc, ça, c'est vraiment un désavantage. Ensuite, l'acquéreur est garant du passé, comme je viens de le mentionner.
Le prix inférieur, par exemple, le prix demandé est inférieur. Et puis, il y a une possibilité d'avantages fiscaux pour le vendeur, donc avec les déductions pour gain en capital. Donc ça, c'est pour ça que le prix est inférieur. Donc le seul avantage, donc l'achat des actions, c'est vraiment sur le prix où ce que ça peut jouer, qui pourrait nous faire pencher la décision. Ensuite, l'achat des actifs, c'est vraiment, là, le prix est plus élevé, c'est sûr. Donc, à cause surtout des actifs, par contre, qu'on peut continuer d'amortir, donc on a des économies d'impôts par rapport à ça. On a la possibilité de choisir les actifs qu'on veut acquérir. Donc, quand on prend les actifs, on a le choix, on n'est pas obligé d'acheter l'entièreté de l'entreprise, donc les actifs de l'entreprise. Donc, on peut choisir vraiment les actifs qu'on veut acquérir. Ainsi, l'acquéreur se dégage de tout risque. Donc, le passé, on ne revient pas avec le passé, donc c'est vraiment juste les actifs. Donc, on n'a pas affaire avec le passé de l'entreprise. Donc, vraiment, on vous propose d'acheter les actifs de la compagnie. Vraiment à cause des risques de poursuite qu'il y a actuellement. Donc, on sait que ASL a vraiment pas une moins bonne réputation sur le marché. Donc, on veut se dégager de ça. C'est pour ça qu'on vous propose des actifs. Donc, vraiment, le prix demandé, il va falloir demander le prix que Vincent vous a mentionné tantôt de 2 290 000 ainsi qu'un financement requis qu'on va vous parler tout à l'heure. Donc, ça vient vraiment de conclure la portion là, de décision en fait, pour l'acquisition de cette entreprise-là. Je vais maintenant parler des impacts comptables de l'achat justement des actifs de l'entreprise. Donc, la transaction, en fait, elle va être effectuée au prix payé là, de 2 290 000 comme on a mentionné. Au livre de TTL, l'impact, c'est que la comptabilisation en tant qu'actif, elle doit être évaluée au coût, donc au coût qui est en fait le prix payé. Là, ça va être à 2 millions là, dans vos livres. Et les incidences financières, c'est certain que ça va augmenter l'actif et probablement aussi là, certains ratios là, qui sont clés dans votre secteur. On va quand même considérer l'option, si vous décidez de l'avant avec acheter les actions de ASL, on a quand même là, présenté les incidences comptables de cette décision-là. Qu'est-ce que ça aurait en fait pour votre entreprise? La transaction, en fait, ce que ça a, c'est qu'il y aurait une prise de contrôle de ASL. Au livre de votre entité, la prise de contrôle, c'est certain que ça serait égal à une consolidation des états financiers des deux compagnies. Donc, les incidences financières que ça a, c'est qu'il faudrait calculer un goodwill et les biens acquis, en fait, c'est les sociétés mères, dans le fond TTL. Dans le bilan consolidé, ça serait la juste valeur de la compagnie acquise plus la valeur comptable des biens de la société mère. Je vais en parler dans quelques instants à la slide prochaine. Exactement. Donc, pour la consolidation des entités, la répartition, c'est la valeur comptable de la société mère plus la juste valeur de la filiale, comme je viens de le mentionner. L'écart restant est présenté au goodwill. Actuellement, on n'avait pas l'information, on n'avait pas le bilan d'ASL. Donc, ça serait vraiment d'y aller poste par poste, de répartir les justes valeurs comme on est capable de faire. Là, et après ça, le restant, ça serait vraiment un écart d'acquisition. Et cet écart d'acquisition-là doit être évalué à chaque année, là, comme le stipule les IFRS. Donc, ça termine vraiment l'aspect comptable. On va maintenant vous parler là, des sources de financement qui sont disponibles pour l'acquisition de cette entreprise-là. Donc maintenant qu'on sait qu'on va aller acheter les actifs d'ASL, qu'on va faire une proposition, on va essayer de mettre en place là, une structure de financement qui va être la plus optimale possible. Grosso modo, là, je vais passer rapidement sur les conditions parce que vous êtes déjà au courant en fait, de ce que les institutions vous proposent. Vous savez qu'il y a la Banque nationale d'investissement qui vous a fait une proposition de prêt allant en fait, jusqu'à la juste valeur des actifs. Il y a même une fiducie qui a offert là, de vous offrir en fait, jusqu'à 6 millions de dollars en échange d'actions, éventuellement convertibles s'il y a des non-respects de versement de dividendes. Et une société de capital de risque également qui a décidé d'investir avec vous en échange d'actions ordinaires aussi. Donc, si on commence tout de suite avec cette fameuse société de capital de risque, c'est l'option qu'on va en fait écarter dès le départ. Pourquoi? Parce que si on regarde la possible conversion là, des actions, on voit qu'on aurait en fait un pourcentage de 22% de nos actions qui seraient données à cette compagnie-là. Mais le point majeur est qu'il y aurait 3 membres sur 5 en fait, là, qui seraient sur le conseil d'administration et qui représenteraient cette société de capital de risque. -là. Donc, en fait, au niveau des décisions, on aurait déjà une perte quand même importante et ça mènerait immédiatement en fait, à une perte de contrôle. Donc, à ce niveau-là, on refuse la proposition. Là, on regarde la fiduciaire de son côté. Il y a des dividendes qui sont versés à chaque année, là, des dividendes de 15% sur le montant qui était prêté. On est allé grosso modo, là, on parle d'un dividende de 344 000 $ par année. Et j'ai dit que les actions, c'était des actions privilégiées, mais elles étaient éventuellement convertibles si on ne respectait pas le versement du dividende. Et l'impact que ça donne en fait sur l'actionnariat, en fait, sur votre actionnariat, et que vous donnez 32% directement de vos actions et de votre contrôle d'entreprise à la fiduciaire. Donc, il y a un risque de perte de contrôle, mais c'est seulement si on ne respecte pas le versement de dividende. Donc, on peut quand même garder l'option avec nous. La dernière, au niveau de la banque, on a dit qu'on pouvait nous prêter jusqu'à concurrence de l'achat-valeur des actifs qui était de 5,5 millions.
On a un prix d'achat de 2,29 millions, donc on n'a aucun problème à ce niveau-là d'aller chercher le financement dont on a besoin. Des intérêts de 275 000 par année et un contrôle qu'on garde à 100%. C'est pourquoi on vous propose de rester avec BNI parce que c'est une option moins coûteuse et votre structure d'endettement vous le permet actuellement. Donc, ça termine vraiment la partie là, du financement. On voulait juste rapidement vous présenter des opportunités pour le futur, en fait. C'est qu'il y a possibilité de mettre en œuvre l'ensemble des recherches, comme on a mentionné. Donc, vous allez pouvoir fabriquer ce que vous avez innové, en fait. Vous allez avoir une position accrue sur le marché et l'adoption des FRS va permettre de aussi. Sur l'hiver, à la fin, on a pris des questions. On n'a pas le même temps ici. Non, je suis désolé. Ouais. Pas de problème. Donc, vous m'avez dit que je m'ennuie. Vous avez utilisé les IFRS comme un référentiel comptable. Et puis, la question est la suivante. Si je décide de faire un premier appel public à l'épargne, mais que j'ai décidé de m'en aller à un SECF, Ça sera pas possible de le faire, exactement. C'est vraiment dans les... On a passé rapidement, mais dans les opportunités, c'était justement ça qu'on a dit. C'est que l'adoption des IFRS, ça vous permet justement dans le futur, si vous décidez d'aller de donner une entreprise publique, en fait, c'est que ça va être déjà fait. Par contre, là, si vous ne le faites pas, vous restez en NCCF, vous allez devoir le faire dans le futur parce que si vous devenez une entreprise publique, donc vous faites un appel public à l'épargne, vous allez être obligé de prendre les IFRS. OK, mais je peux le faire dans le futur. Dans le futur, Mais ça serait possible de le faudrait faire. C'est pour ça qu'on vous recommande de le faire maintenant, mais ça serait possible de le faire dans le futur aussi. Parfait. Vous m'avez parlé d'un multiplicateur de 5 pour les unités d'exploitation. Vous m'avez dit que c'était souvent à 5. C'est-tu tout le temps à 5 pour tous les types d'entreprises? Non, en fait, c'est souvent par rapport au secteur. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui ont des opportunités de croissance qui sont un peu plus substantielles. Donc, on peut avoir un multiplicateur qui sera plus élevé à ce niveau-là. C'est juste que, évidemment, c'est sûr qu'on aurait pu consulter là, un expert en évaluation d'entreprise qui aurait eu des données un peu plus précises là-dessus. Mais nous, ce qu'on a jugé, c'est que dans la pratique, là, on parle d'un multiplicateur de 5 qui était quand même, ça tenait la route. Parfait. Je suis Janine, là. J'ai une expertise en comptabilité. J'ai fait mon bac assez récemment. Puis, il y avait quelque chose qui me questionnait par rapport à l'acquisition des actifs. Si j'acquiers les actifs, puis que ces actifs-là, il me semble, dans un des cours de comptabilité, on parlait d'unité d'exploitation. Et là, est-ce que je serais obligée, je ferais juste prendre mes actifs puis je les mettrais dans mon état financier? Y a-t-il quoi avec les unités d'exploitation dans la consolidation? En fait, c'est que ce qu'il faut vérifier, c'est que l'unité d'exploitation, en fait, c'est le plus petit compartiment qu'on peut faire avec un groupe d'actifs. Donc, on vérifie le groupe d'actifs, qu'est-ce qu'il est capable de générer. Donc, si on est capable de prendre, par exemple, une machine, plusieurs machines, en fait, qui est dans un groupe ensemble, ça va de prendre le groupe en tant qu'un tout, de vérifier sa juste valeur, puis d'appliquer, comme j'ai dit, après ça, là, dans le fond, la répartition avec la société mère, mais ça va de prendre avec le groupe en tant qu'un tout. Avec l'unité Exactement, d'exploitation. c'est ça. OK. Dernière question, si je dois payer finalement 6 millions, parce que vous m'avez dit au début de la présentation que finalement, ça allait être fait. On était certain que vous alliez aussi me poser la question. Ah, d'accord. J'ai un financement de la banque de 5,5. Je fais quoi pour combler mon demi-million qui me manque? Je veux dire, si dans l'éventualité où... Si je suis obligée, là, on se rend compte Ouais, qu'il y a d'autres personnes qui veulent acquérir ASL. Moi, je veux vraiment l'avoir. Mais il y a la possibilité de faire, on vous a présenté les structures de financement, on vous a recommandé la banque, rien n'empêche de prendre une structure un peu hybride, d'y aller avec la banque, peut-être aussi là, avec la fiducie à main qui était prête à mettre aussi un montant dans l'entreprise. Donc, pourquoi pas y aller avec la banque et la fiducie, ça vous permettrait d'avoir plus de financement à ce niveau-là. Plus la fiducie que investissement Watson. Oui, totalement. Parce qu'en fait, la condition, c'est ça. Il y a seulement les risques de perdre du contrôle si on ne remet pas les dividendes à chaque année. Donc, c'est sûr, à ce niveau-là, c'est moins risqué un peu de prendre cette option-là. Mais toutefois, là, vous semblez un peu enthousiaste de vouloir acheter absolument l'entreprise, mais avec les chiffres qu'on vous a présentés, de payer presque à 3 fois le prix qu'on vous a présenté, je ferais quand même attention au lieu d'aller payer le 6 millions, je ferais quand même attention à ce niveau-là. Si je peux peut-être renchérir avec ce que mon collègue vient de dire aussi, c'est qu'en fait, on n'avait pas l'information. Ce que vous nous avez dit, c'est que le prix demandé pour les actifs, c'était 6 millions. On a calculé là, que la portion autres ajustements, c'était 5,1 millions. Donc, c'est quoi ces autres ajustements-là? Si c'est pertinent de les avoir, OK, on peut y aller de l'avant avec 6 millions. C'est vraiment de s'interroger à savoir
cet écart-là, là, c'est est-ce que ça a le lieu d'être, en fait. Parce qu'actuellement, les actifs, c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas valoir ces 6 millions, avec les informations qu'on a actuellement. Parfait. Il me reste du temps? Mais c'est correct, question. Merci.